On reprend cet après-midi donc avec 2 sessions de travail. La première, animée par François Bourse, directeur d'études à Futurible, qui s'intitule « Co-construire le futur, écosystème et communauté prospective ». On va essayer de savoir ce qui se cache derrière tous ces gros mots. Et puis ensuite, nous aurons une deuxième session qui permettra de faire un petit peu le bilan de ce que nous aurons vu aujourd'hui et des mises en perspective autour d'une session qui s'appelle « Les nouvelles frontières de l'anticipation ». François. Merci François. Oui, effectivement, ce sont des gros mots parce que mettre co-construire, écosystème, communauté, prospective, 4 concepts dans une même phrase, il faut le faire quand même. Hein. Je voudrais rappeler ce que dit Jacques Le Sourne de la prospective. À quoi sert la prospective? Créer des vues communes, des visions de l'avenir, mais également des façons de considérer les problèmes, les enjeux, pour préparer l'action collective. Une fois qu'on a intégré ces 2 éléments, créer des vues communes pour préparer l'action collective, on voit bien qu'il y a nécessité de travail, effectivement, partenariat ou en commun ou en écosystème ou en groupe d'acteurs. En prospective territoriale, on l'a compris extrêmement tôt. Dès la fin des années 80, il n'était pas question de travailler avec les experts du système du Pays basque français et de son avenir parce qu'il n'y en avait pas. Les experts sont les acteurs, donc on travaille avec les acteurs du changement. Et ces acteurs du changement, ils forment effectivement ce qu'on appellera, à partir des années 97, un écosystème, avec des conflits, des compétitions, avec surtout beaucoup de méconnaissance des acteurs entre eux, de leurs attentes, de leur compréhension des évolutions de l'environnement ou même de leur compréhension du territoire dans lequel ils vivent. Chacun a sa propre vision des choses. Et le travail de prospective dans les démarches territoriales dans ces périodes vise en grande partie à permettre à ces acteurs de se connaître, puis de se reconnaître, parfois effectivement dans des démarches de projection et d'anticipation à long terme, notamment pour dépasser un certain nombre de clivages identitaires, politiques, etc. Les entreprises n'ont pas attendu non plus qu'on parle d'écosystème pour travailler à l'intérieur de leurs frontières avec leurs différentes parties prenantes internes. Dès les années 90, les entreprises, évidemment plutôt les grandes entreprises à cette période que les PME, PMI ou les ETI, ont développé des dispositifs de prospective qui visaient à associer les différentes fonctions de l'entreprise, qui le plus souvent fonctionnaient en silo et ne se parlaient pas, pour créer ce que Michel Godet appelle un langage commun. Et à partir de ces travaux, d'ailleurs, et des analyses qui ont pu être menées sur ces dispositifs, du penser ensemble et autrement, s'en est déduit un ensemble de réflexions plutôt académiques sur la démarche de prospective comme une démarche d'apprentissage collectif. Démarche d'apprentissage collectif, on fait référence notamment aux travaux de Jean-Philippe Boots ou de Régine Monti en la matière, qui ont été assez fondateurs en faisant reconnaître effectivement cette dimension d'apprentissage collectif au-delà du langage commun, qui est cette recréation, cette réinvention, cette réinvention des liens. Et je ne manque jamais de citer le propos de Jean-François Desandria, qui était patron du plan et de la stratégie de Renault dans les années 94-2000, qui, dans une publication qui s'appelle « Renault sur la route du futur », m'avait beaucoup déçu à l'époque, en disant que finalement, la démarche de prospective de Renault n'avait pas vraiment servi à identifier, à explorer les possibilités d'alliance ou à préparer les opérations de développement à l'international avec Dacia, ce que moi j'avais bêtement cru à l'époque, puisqu'on avait, avec Véronique Lamblin, travaillé sur ces sujets. Non, il avait dit non, c'est pas ça. Ce à quoi a servi la démarche prospective, c'est à remanier nos représentations collectives. Remanier nos représentations. Et pour cela, il était important de parler un langage que l'entreprise peut comprendre. Et le meilleur langage que l'entreprise peut comprendre, ce sont celles que l'entreprise va se construire elle-même sur les analyses de son environnement et la représentation des enjeux qui la caractérisent pour le long terme. Alors donc, la prospective en écosystème, là on est sur des écosystèmes effectivement internes à un territoire ou internes à une entreprise, va se développer progressivement en intégrant de plus en plus des approches par filière. On se rappellera des travaux de BASF Agro qui pendant 20 ans a animé des réflexions prospectives en filière avec ses clients et ses fournisseurs, qui n'étaient pas dénués, ces démarches de prospective, d'une certaine volonté d'influence, mais qui ont eu quand même l'avantage d'explorer un certain nombre de questions majeures, notamment au moment de la crise de la vache folle, sur les enjeux du partage de la valeur ajoutée dans des exigences nouvelles de traçabilité. Donc avec des logiques de dépassement. Et on est bien là dans des sujets qui étaient assez clivants.
Alors, la notion d'écosystème appliquée à la prospective, elle est assez récente. Elle vient, alors évidemment historiquement de l'écologie, la bonne gestion de la maison commune, et puis elle vient du management. Alors j'ai pris mes notes parce qu'à chaque fois je les oublie, les prénoms et les noms. Donc 97, James Moore écrit The Death of Competition, et puis Yann City, quelques années après, écrit Strategy as an Ecology. Ça veut dire que la pensée stratégique de cette période commence à évoluer de la logique de filière et de chaîne de valeur en considérant que ce qui fait sens pour le devenir d'une activité économique, d'un modèle économique, ça n'est pas spécifiquement l'entreprise, mais bien les liens qui les lient ou qui la lient avec l'ensemble de ces parties prenantes qui vont produire de la valeur. Et puis, on a vu avec la table ronde sur le design l'indispensable participation des usagers et des utilisateurs dans la définition, effectivement, d'un certain nombre de dispositifs nouveaux, d'éléments de réflexion, ce dont les promoteurs de la prospective dite du présent dans les années 90-2000 nous ont rappelé bien utilement également, et qui s'est développé notamment à travers les démarches d'ateliers. Alors, où en est-on aujourd'hui? Ce que je voudrais vous dire là, c'est que effectivement, la prospective en écosystème, le terme est nouveau, mais pour nous praticiens, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Alors, ce qui s'est passé de nouveau, c'est que des acteurs qui étaient plutôt concurrentiels, et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, ont commencé à se mettre en relation pour, notamment face à un certain nombre de grands enjeux qui les dépassent, enjeux planétaires, transition écologique, enjeu effectivement du réchauffement, question de la mobilité durable, pour effectivement travailler à définir des éléments de vision commune, des enjeux communs, voire même, quelle audace, à identifier des dispositifs d'innovation ou des démonstrateurs en commun. Ça, c'est dont nous allons parler, notamment aujourd'hui avec Eric Grab, pour aller et pour montrer jusqu'où on peut aller dans ce schéma. Et puis, nous aurons aussi, donc Eric Grab interviendra, donc je vais le présenter, en tant que vice-président anticipation stratégique et co-innovation du groupe Michelin. Encore beaucoup de co, hein, c'est à la mode, les cocos. Non. Alors, je sais qu'il faut vous réveiller à 14h15, c'est un petit peu la boutade nécessaire. Nous aurons également l'intervention, et Michel Mayetta commencera, qui est directeur de recherche à l'IRIS, qui nous présentera le dispositif Yaran, donc l'acronyme dont j'oublie à chaque fois la composition, mais tu nous le rappelleras bien volontiers, qui est un dispositif extrêmement innovant d'analyse prospective appliqué à l'avenir du secteur de l'humanitaire et aux enjeux qui vont toucher les acteurs de l'humanitaire, avec quand même un objectif qui est de faire bouger les lignes de ces acteurs. Donc il y a quand même une intention stratégique dans ce domaine. Donc ça, c'est également un point important, c'est est-ce que ces travaux de prospective, d'innovation en écosystème ont des intentions stratégiques? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Muriel Lafaille, qui anime SpaceCible, alors qui est beaucoup plus que le Futurible de l'espace, parce que SpaceCible est potentiellement une marque à dimension européenne à terme, en tout cas on doit l'espérer, donc nous évoquera la façon dont ce dispositif naît aujourd'hui et à quel type de besoins il répond et quelles sont les attentes des parties prenantes et quelles sont la nature des productions. On attachera beaucoup d'importance à ce que ça produit, notamment pour vos mandants. Et puis Yannick Blanc, grand partenaire de Futurible, comme l'ensemble des autres intervenants de cette table ronde, président de l'association de préfiguration du Carrefour des innovations sociales et membre du conseil scientifique de Futurible International, entre autres, nous parlera des logiques d'innovation sociale et notamment des approches bottom-up, puisque vous verrez qu'un certain nombre des schémas qui vont vous être présentés dans le cadre de ces dispositifs de prospective en écosystème sont encore assez largement top-down. Donc la question de savoir comment réconcilier la parole du citoyen avec celle ou de l'innovateur avec celle des experts et des spécialistes des différents sujets sera également particulièrement importante. Donc, je vais laisser la parole à Michel Mayetta, qui va nous présenter le dispositif Yaran dans ses différentes étapes, parce que ce qu'il était également important dans le cadre de cette table ronde, c'est que vous compreniez les étapes de mise en œuvre et puis les écueils rencontrés également dans le cadre de ces dispositifs. Merci François. Merci à toutes et à tous de venir à cette session. Je vais vous parler en fait d'une aventure comme une sacrée aventure en fait qui a démarré il y a 5 ans.
Et je vais vous parler aussi d'un écosystème en particulier qui est l'écosystème humanitaire. Pourquoi c'est un écosystème particulier? Parce que l'humanitaire, c'est quand même un écosystème qui est relativement jeune. Donc la mise en place du système humanitaire remonte au 19e siècle. Mais les acteurs, un des acteurs les plus importants que vous connaissez aujourd'hui, c'est les organisations non gouvernementales. C'est un acteur assez récent qui est né au début du 20e siècle. Et à l'époque, c'était juste un ovni, mais un game changer, un acteur très innovateur, qui était capable de combler les failles d'un système humanitaire qu'après la Première Guerre mondiale, en fait, n'était pas du tout capable de répondre à certaines exigences. Et quand la réflexion autour de la création d'un vrai écosystème de prospective humanitaire est née, il est parti d'un constat du fait que ces mêmes organisations aujourd'hui sont difficilement capables de pouvoir changer. Tout a démarré en fait en 2012 à l'IRIS sur un certain constat, si vous voulez, du système humanitaire tel qu'il est aujourd'hui. 2012, c'est aussi le démarrage d'une des plus graves crises humanitaires que connaît le monde aujourd'hui, c'est la crise de la Syrie. Vous n'en entendez pas trop parler actuellement aux médias, mais elle est toujours en acte. Et cette crise, en fait, ça nous a un peu fait trembler au niveau de la recherche parce qu'on n'a pas vu cet acteur humanitaire, qui était quand même un gros game changer au début du XXe siècle, changer ou se questionner ou éventuellement même adopter une approche critique vis-à-vis de sa propre façon de fonctionner. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté naturellement qu'on vit dans un monde post-globalisation où on a des pôles en fait, qui se développent dans le monde, des pôles en fait, d'influence, principalement économique et donc aussi politique, et une certaine complexité d'interrelation entre différents types d'acteurs. C'est vraiment le système global dans lequel l'écosystème humanitaire vit aujourd'hui. Et sous le système humanitaire proprement dit, on a constaté quelque chose d'assez effrayant. Mais c'est effrayant si on connaît très bien les acteurs humanitaires, ce n'est pas surprenant. L'humanitaire est en fait agir vis-à-vis d'une crise. Et c'est souvent un milieu où la culture est très réactive. Et du coup, quand on a fait un peu notre enquête parmi les décideurs, si vous voulez, du secteur humanitaire, on s'est rendu compte que leur capacité et même leur connaissance en termes de prospective, de stratégie foresight était assez limitée. Et surtout, chose encore plus grave, c'est que les structures des organisations non gouvernementales, en général de l'écosystème humanitaire, s'étaient cristallisées autour d'un loop qui est celle de la réponse. Donc il y a une crise, on répond et on ne maîtrise pas du tout donc, les temps longs qui sont l'objet naturellement de cette discipline. Et du coup, on est allé encore plus loin. On se dit, mais comment ça se fait qu'on est depuis 30 ans au Congo, par exemple, à RDC, on a investi, alors je ne vous fais pas le décompte, mais on a investi plus de 10 billions de dollars depuis 30 ans à un programme humanitaire de développement au Congo. Et on se retrouve encore aujourd'hui, en 2018, dans la même exacte situation qu'il y a 30 ans. Comment c'est possible qu'il y ait eu un tel investissement en termes de ressources avec un impact aussi petit? C'est simple, c'est qu'en fait, à travers notre étude, on a commencé un peu à regarder, mais en général, dans divers systèmes géographiques, les humanitaires ont un impact seulement sur quelles variables? Eh bien, les variables les plus dépendantes. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne sont pas capables de pouvoir changer le système ou de lui donner le pouvoir suffisant pour amener un changement sur le long terme. Donc, la question de recherche était, mais alors, comment on peut faire pour améliorer les programmations humanitaires et donc les humanitaires pour faire en sorte que leur impact soit beaucoup plus significatif sur le long terme, que les transformations soient effectives, particulièrement par rapport au SDG, c'est un autre sigle comme un autre, mais à l'issue de Istanbul en 2016, il y a une agenda à laquelle tous les acteurs humanitaires ont souscrit, c'est d'essayer d'ici 2030 de contribuer aux objectifs de développement durable. Ce sont les SDGs. Ça, c'était la question, si vous voulez, de recherche, et on a commencé à tester des hypothèses. On savait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur du Project Cycle Management Toolkit qui était utilisé universellement par tous les acteurs humanitaires, qu'il fallait remettre en question parce qu'il créait ce système en fait, de projection et de programmation dans l'humanitaire, créait cet effet de loupe et en gros maîtriser seulement les temps courts. Et donc il fallait introduire des éléments d'analyse par scénario, de planification stratégique, mais ce n'est pas chose facile parce que je ne vous l'ai pas dit, mais l'écosystème humanitaire est aussi un des écosystèmes les plus conservateurs qui existent. C'est très difficile de le changer, donc le défi était double.
comment on fait donc du coup à créer l'Inception, hein, si vous avez vu le film à la télé, mais comment on arrive à semer, si vous voulez, une idée dans un système qui est très conservateur et très réfractaire au changement? Eh bien, il faut le faire avec des techniques de cheval de Troie. Et de conduite au changement qui peuvent être assez complexes. Et en même temps, il fallait tester quand même les outils d'analyse et de prospective, parce que ceux qui existent aujourd'hui et qui sont utilisés aussi par vous si vous êtes des praticiens et des futuristes, ne sont pas adaptés à l'utilisateur humanitaire qui souvent va vous dire « j'ai pas le temps » parce que je dois sauver des vies. Alors ça peut être vrai pendant les 72 heures, mais vous savez, quand on veut faire des changements sur le long terme, il faut se donner le temps de réfléchir. Donc, au-delà de 72 heures, je n'ai pas le temps, on ne peut plus le justifier. Mais comment amener ce message? Comment semer cette transformation? Du coup, on a conçu un projet de recherche assez complexe. On ne savait pas où on allait terminer. Vous allez quand même voir la fin de l'histoire, qui est assez extraordinaire. On savait qu'on allait avoir plein d'obstacles. Et on a commencé donc à solliciter certaines organisations, mais on avait déjà une idée en tête. On allait avoir une phase test, une phase pilote, et puis une phase probablement scale-up, mais aussi peut-être pas de scale-up, ça veut dire qu'on n'arrivait pas à changer ni les mentalités ni la culture dans le secteur. C'était une des hypothèses qui était sollicitée. On a trouvé un premier investisseur qui avait des moyens assez importants dans la phase test, qui était Save the Children International. Save the Children International a financé la phase test pendant presque 3 ans, et à travers une petite unité. Alors, elle a refusé, elle ne voulait pas parler d'intelligence stratégique, elle ne voulait pas parler de futurology. Il disait, OK, crée une unité, appelle-la comme tu le veux, Michel, fais ce que tu as besoin de faire, mais ne me parle pas surtout d'intelligence, parce que dans le secteur, on ne peut pas en parler. Et donc, on a créé cette unité et on a commencé à tester des produits. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer un peu les résultats, je vais vous montrer quelque chose, mais c'était une toute petite unité. Ça consistait en 2 analystes placés géographiquement en Afrique de l'Est et dans le Moyen-Orient, et un chef analyste qui était, à l'époque c'était moi-même, j'étais basé à Londres. Et les résultats en fait de ce premier test, c'était naturellement quelque chose qu'on s'attendait. Tout était naturellement demand-driven. Ça veut dire que c'était les opérateurs qui nous faisaient la demande des analyses dont ils avaient besoin. Mais naturellement, ils voulaient des analystes au temps réel. Pas du tout familiers avec le concept de futur. Alors quand on présentait des fois nous-mêmes des propositions de scénarios, mais vous voyez, dans les produits qu'on a produits, il y a eu beaucoup de bulletins, beaucoup de briefings. On est toujours dans le concept, on n'a pas beaucoup de temps. Et quand on avait quelques rapports de scénarios, disons, on l'a produit, ça n'a pas été tellement utilisé à l'époque. Donc il y avait un énorme challenge. On voyait qu'on n'arrivait pas du tout à changer ce type d'approche par rapport à l'analyse. La phase test s'est conclue, mais d'une manière, pour vous dire tout franchement, comme il y a un collègue qui d'ailleurs a utilisé une image assez belle, c'est comme un système immunitaire qu'à un moment donné dit « Ah non, je ne veux pas de toi, je vais t'éjecter ». Et en fait, ça s'est passé un peu comme ça avec Save the Children, surtout à un moment où j'ai eu une discussion avec la directrice générale, où il était question de changer l'approche stratégique pour l'ensemble du réseau de Save the Children. Et j'avais face à moi un consultant de BCG, qui naturellement défendait une approche top-down. Et moi, j'étais là en essayant de défendre une approche bottom-up, parce qu'on est une organisation humanitaire, on n'a pas de profit à rechercher. Et j'ai eu cette personne qui m'a dit « Mais comment tu peux imaginer, Michel, qu'on puisse se donner la responsabilité d'une structure de X millions de dollars dans les mains des personnes concernées par l'aide ?» Franchement, c'était quand même assez franc comme réponse, mais c'est la réalité. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des stratégies d'organisation humanitaire sont aussi des stratégies de marque et ne se différencient pas tellement des stratégies qu'on peut trouver dans le secteur privé. Pourtant, sur le terrain, toute l'approche que nous avons eue a un énorme impact. Les directeurs terrain, les directeurs programme comprenaient tout à fait qu'est-ce qu'on voulait amener. Et du coup, on est parti de Save the Children. On a eu des leçons apprises. On s'est dit, on n'a pas introduit des stratégies de changement. On a manqué peut-être d'intelligence, de pédagogie pour pouvoir mieux illustrer et introduire ces concepts. Et on s'est dit, peut-être Save the Children, c'est trop grand. On doit aller dans une structure qui est un peu plus petite et on a une meilleure couverture. Et c'est comme ça qu'on a été du coup hébergé, financé par Action contre la faim, que vous connaissez, ce que c'est une organisation française, avec un investissement vraiment très important. Et je dois saluer quand même l'investissement de cette organisation qui a été toujours à la pointe dans la recherche et qui a été prête en fait au défi
qu'on lui a lancé. Et Action contre la faim nous a permis de passer à une étape supérieure, de faire du pilot. On avait testé des petits produits d'analyse et on a créé un réseau d'analystes régional qui en fait avait une couverture beaucoup plus importante. Et on avait intégré le challenge. Ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait faire en sorte que les directeurs pays et que les directeurs régionaux deviennent des vrais stratégistes, qui intègrent la question du temps long, qui en fait, quand ils réfléchissent en termes de scénario, indépendamment de la réponse d'urgence. Ça, c'était notre objectif en termes de changement. Alors, naturellement, la phase on a eu un réseau beaucoup plus important. Et aujourd'hui, en fait, on arrive un peu à la fin de la phase pilote. En fait, le pilote s'est terminé l'année passée. On est en train encore de faire le compte-rendu. Mais vous verrez, le résultat, c'est qu'on s'est rendu compte que probablement la meilleure façon pour introduire le strategic foresight dans le secteur et pour déclencher en fait la transformation, l'ambition qu'on avait dès le départ, ça veut dire de rendre les humanitaires beaucoup plus stratégiques, était de ne pas être à l'intérieur d'une structure. Et c'est pour ça qu'en fait, on est en train aujourd'hui aussi de sortir d'Action contre la faim. On s'est donc questionné sur nos modalités de travail. Et on s'est dit, il faut des nouvelles façons de travailler, il faut être dans le collaboratif, il faut être vraiment dans l'intelligence collective, comme dirait un de mes collègues qui est ici. Et nous est venue l'idée de créer en fait, de transformer cette initiative dans une plateforme collaborative où des professionnels de n'importe quel type d'acteur qui veut s'investir dans l'humanitaire, du secteur privé, du secteur public, du secteur non gouvernemental, donc c'est vraiment ouvert à tous, peut venir se former aux techniques que nous avons expérimentées, qui ont testé, ont produit ce qu'ils ont produit, et après les prendre et les amener dans leur propre organisation. Une sorte de plateforme de cheval de Troie qui peut effectuer donc le changement à partir de l'intérieur des structures et donc avoir un vrai impact écosystémique. C'est aujourd'hui l'évolution qu'a pris le YARAN, qui est donc devenu Interagency Research and Analysis Network, celle d'une plateforme collaborative dont le premier objectif est celui-là de créer cette plateforme où on peut faire de l'empowerment, on peut échanger sur nos pratiques, où on peut apprendre aussi des nouveaux outils ou des nouvelles approches. Un autre objectif, naturellement, c'est aussi un espace, un network qui est très agile. On a pris la décision de ne pas être structuré. Aujourd'hui, c'est un programme, on n'est pas une entité légale, donc on reste un collectif, en fait, si vous voulez. Peut-être c'est la meilleure façon pour le décrire. Donc c'est à la volonté de ce collectif qu'il existe ou pas. On n'a pas de forme sociale. Et par contre, on a une vision commune qu'on est arrivé à construire ensemble. Et ça représente aussi un centre, une opportunité pour pouvoir optimiser des ressources quand elles sont naturellement disponibles. Et il y a plein de dysfonctionnements possibles. Par exemple, un membre du YARAN qui se trouve actuellement au Burundi se pose des questions sur le long terme, va interroger peut-être un analyste de l'IS qui se trouve à Dakar et puis échanger avec la fédération sur la construction de ce scénario. Du coup, qu'est-ce qu'on est devenu ? Eh bien, j'ai envie de partager avec vous une vidéo qu'on a créée et qui a été aussi le fruit de la dernière réunion que nous avons eue tous ensemble, les YARAN Fellows. Et donc, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter le YARAN. Si ça fonctionne. Humanitarians operate in a reactive world, often overwhelmed and working to short-term objectives. We are YARAN, the Interagency Research and Analysis Network, and it's our aim to make the humanitarian sector more strategic. We are a collaborative hub of humanitarian professionals, and we use foresight analysis and strategic planning to enable humanitarian actors to design systemic responses and plan between 1 and 15 years ahead, so they can preempt changes, build adaptable strategies, reduce human suffering over the long term, and achieve sustainable change. Based on strategic foresight, we produce analytical reports which empower humanitarian decision makers to be more effective. We are embedded within operational aid agencies, so our analysis can best support decision makers working across every context.
We work at local, national, and global level, and all of our reports are demand-driven to ensure our work is relevant and useful. Being a collaborative hub means we can approach issues from multiple viewpoints, so we can evaluate the interconnectedness of the problems we face and develop comprehensive outlooks for the future. In a modern world of increasingly ecosystemic and transnational crises, planning together for the future is now more important than ever. And the more organizations we collaborate with, the more effective we will be at sharing analysis and developing collective, preemptive strategies, at building leaders of tomorrow and equipping them with the right skills to drive positive and sustainable change, and at creating a more effective and inclusive humanitarian ecosystem. Join us today at yaran.org. Merci Michel. Alors, il faudrait que tu nous dises comment, avec finalement peu de moyens, vous arrivez à produire ces films de qualité, y compris pour un grand nombre des études prospectives que vous réalisez, parce que c'est quand même assez important. Bon, on en reparlera après. Eric Grab, sur la création de l'écosystème Michelin, des objectifs et des enjeux qui l'ont accompagné. Ça commence mal, il commence déjà à en passer un. Je vais essayer de partager avec vous quelques convictions. Alors d'abord, je vais corriger ce qu'a dit François, j'adore corriger François. Il ne s'agit pas de l'écosystème de Michelin, il s'agit d'un écosystème de mobilité. Michelin n'étant que l'animateur de cet écosystème. J'ai promis de ne vous passer que 3 slides, et puis je privilégierai volontiers, si tu en es d'accord, l'interaction ensuite avec ces brillants cerveaux que nous avons aujourd'hui réunis. Alors d'abord, j'ai voulu vous dire ce qu'était selon moi l'innovation en écosystème. Donc j'essaie de balayer très vite la notion d'entreprise élargie, qui figure quelque part dans les notes de préparation de cette réunion. Ce que nous ambitionnons de faire n'est pas de l'entreprise élargie, c'est-à-dire que ce sont effectivement des grandes entreprises, vous allez le voir, qui sont avec nous, mais si elles viennent pour résoudre leurs problèmes, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? S'il s'agit de dire « oui, j'ai un problème marketing, j'ai un problème de R&D, j'ai un problème de supply chain », elles sont assez grandes pour le traiter. Il y a des filières industrielles pour ça, il y a des filières avec des experts, il y a des consultants. Ce n'est pas le sujet. L'innovation en écosystème, à mes yeux, c'est de prendre des sujets sociétaux, et Dieu sait que dans le monde de la mobilité, on n'en manque pas, j'y reviendrai, et d'essayer de les traiter avec des acteurs avec lesquels vous ne travaillez pas d'habitude. Ce qui pose un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes. J'y reviendrai aussi. Donc je vous ai mis là, avec l'aide d'un professeur d'HEC, Frédéric d'Alsace, les grandes vagues d'innovation qui ont parcouru les grands groupes. Je vais beaucoup parler des grands groupes. Le présentateur précédent a brillamment parlé d'un autre type de partie prenante. Moi, je vais me concentrer sur les grands groupes, qui est le cœur de notre écosystème. Donc vous avez là les grandes vagues d'innovation qui ont parcouru les grands groupes ces dernières années, depuis les années 50, avec la fameuse firme General Electric, rappelez-vous. On nous disait il faut se concentrer sur votre savoir-faire, sur vos métiers. Et puis en fait, General Electric, il faisait tout, des moteurs d'avion en passant par le médical, etc. Donc ça posait quand même question. C'est la grande époque de Schumpeter, de la destruction créative. Et puis je n'ai pas le temps évidemment de détailler chacune de ces vagues. Vous remarquerez que ce sont des vagues cumulatives, c'est-à-dire qu'en fait les grands groupes ont intégré ou tenté d'intégrer ces vagues d'innovation successivement. Chez Michelin, on continue à travailler sur de la co-création avec des clients, sur de la reverse innovation, tout en travaillant dans l'innovation en écosystème. Donc ça se cumule, ça s'ajoute. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire sur le quoi, puisque là je suis en train de vous définir ce dont je parle, et qui explique le logo qu'on voit sur le slide d'introduction de ce séminaire, Moving on Lab. Donc je vous définis le quoi, et puis après je vous dirai le pourquoi, et enfin je vous dirai comment ça marche. Donc dans le quoi, premier élément, nous faisons de l'innovation en écosystème, nous ne faisons pas de l'entreprise élargie. Et je le répète, l'entreprise élargie, c'est souvent une confusion qu'on fait. Ça consiste à dire, venez vers moi les gentils startups, venez vers moi les académiques, venez vers moi les ONG, venez vers moi pour m'aider à traiter mes questions. Ce n'est pas ça qu'on fait. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a défini un processus et que la prospective ou l'anticipation stratégique, comme on l'appelle dans mon équipe, est au cœur de ce processus. C'est un processus en 3 étapes. Il faut d'abord partager une vision.
c'est loin d'être évident, y compris parmi les grands groupes, sur des sujets de mobilité donnés. Et l'écrire, cette vision, parce qu'une vision qui n'est pas écrite n'est pas partagée. Et donc, ça prend déjà un certain temps. Donc là, on utilise beaucoup de techniques prospectives pour essayer de partager cette vision. Ensuite, quand on est d'accord sur ce que j'appelle la compréhension de la demande, parce qu'en fait, anticiper l'avenir, ça permet pour les grands groupes de comprendre la demande à laquelle ils vont être confrontés. Et la comprendre en profondeur, intimement, les besoins des citoyens consommateurs, par exemple, ou des entreprises, ou des gouvernements, ou des villes. La comprendre, une fois que vous avez fait ça, qui est un travail énorme, si 80% des projets de rupture, que ce soit dans les startups ou dans les grands groupes, se cassent la figure, ce n'est pas innocent, c'est parce qu'on ne comprend pas bien la demande. Donc, on passe beaucoup de temps dans cet écosystème à comprendre la demande, intimement. Une fois qu'on a fait ça, il faut y répondre à cette demande. Et notre métier à nous, en tant que grand groupe industriel, c'est de répondre à cette demande, donc de co-innover. En l'occurrence, ici, on co-innove, c'est le co. On n'innove pas seulement individuellement, bien sûr, sinon ça n'a pas d'intérêt. On est ensemble, donc on va essayer de trouver des solutions ensemble, chacun apportant sa brique technologique, servicielle. Et puis ensuite, on a une troisième phase du processus qui est d'influencer, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que vous avez une superbe technologie, que vous avez un business model qui va avec, que vous arrivez à le mettre en œuvre. Là, on est dans la fameuse vallée de la mort. Vous savez, c'est ce passage du prototype au déploiement industriel, qui est un des grands problèmes de l'innovation, des processus d'innovation en général. Donc là, on traite la vallée de la mort et on y met autour les stakeholders. Et en matière de mobilité, donc les parties prenantes, en matière de mobilité, évidemment, vous savez que les villes deviennent de plus en plus centrales dans la mobilité de demain. Et puis d'une manière générale, pensez aux gaz à effet de serre et aux réglementations sur les automobiles. On met évidemment les organisations internationales avec nous également. Donc voilà le processus de manière très simple. On a un certain nombre d'étapes. Par exemple, on a un événement annuel qui a lieu à Montréal, qui s'appelle le Moving On Summit, qui est une espèce de deadline que toutes les communautés d'intérêt qui sont au cœur de cet écosystème et qui travaillent sur des sujets de mobilité, il y en a une trentaine qui travaillent en permanence avec à peu près 20 entités dans chacune des communautés d'intérêt, eh bien elles se donnent ce deadline et elles présentent les résultats, les avancées de ce qu'elles font à ce sommet. Donc ça, c'était le deuxième message sur le quoi. Et puis j'en ai un troisième, et après je m'arrêterai, je parlerai un petit peu avec vous. Ça, c'est qui? Parce qu'en fait, comme on a aujourd'hui, cet écosystème s'est créé il y a 5 ans, il y a environ 300 entités qui travaillent en Europe, en Amérique du Nord. On est en train de s'ouvrir en Asie. Il faut une gouvernance. Michelin tout seul n'a absolument pas vocation à traiter tous les problèmes de mobilité du monde. Donc voilà les entreprises qui se sont portées volontaires. Ceci dit, elles payent également pour travailler dans l'écosystème, pour avoir accès à cet écosystème, avoir accès aux processus, aux méthodes, aux outils qu'on développe. Et donc ce sont les vingtaines d'entreprises qui participent aujourd'hui au Corporate Advisory Board. Alors, ça peut paraître étonnant, mais figurez-vous que j'ai découvert il y a 5 ans, quand on a commencé à travailler, que travailler en écosystème, innover en écosystème, ça n'a absolument rien d'évident. En effet, quand vous mettez, ne serait-ce que ces grands groupes-là, sans même y ajouter les citoyens représentés par des living labs, sans même y ajouter des startups, sans même y ajouter des académiques, qui sont tous utiles dans l'écosystème que nous mettons en place et qui sont présents, sans même y mettre les organisations internationales, les gouvernements, etc. Mais rien que ces gens-là, ils n'ont pas forcément la même culture d'innovation, ils n'ont pas les mêmes méthodes d'innovation, ils n'ont pas les mêmes boîtes à outils. Et souvent, ils n'ont pas les mêmes horizons de temps. Ce qui veut dire que rien que nous-mêmes, entre grands groupes, apprendre à travailler ensemble, apprendre à partager la valeur, apprendre à développer des commons, c'est-à-dire une propriété intellectuelle partagée, c'est un challenge. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est ça le Moving On Lab aujourd'hui. Donc ça a à peu près 5 ans d'âge, un peu moins. Il y a alors très concrètement, pour ceux que ça intéresse, des exemples. Je ne sais pas si vous connaissez le véhicule autonome EasyMile. Vous savez qu'on a 2 types de navettes autonomes en France qui sont produites en France. Il y a Navia d'un côté et EasyMile. EasyMile est né dans cet écosystème d'une joint venture entre Robosoft, une entreprise de robotique, et Ligier, petit constructeur français. Ça, c'est un exemple passé qui date déjà de quelques années, puisque ça donne lieu maintenant à une start-up, une joint venture qui est basée à Singapour, dans laquelle d'ailleurs Continental a investi lourdement, ainsi qu'Alstom. Donc vous voyez, on est très ouvert. Après, je prends un autre exemple, puisque je vois Alexis qui gère l'Open Lab ici à Paris. Alexis est en train d'animer une communauté d'intérêt sur des smart bus. Alors, je prends l'exemple volontairement drôle, entre Clermont et Paris, c'est pas simple.
Il y a de l'avion, c'est long, et il y a du train, mais c'est long aussi. Donc on utilise un smart bus dans lequel Alexis propose du Wi-Fi, de retourner les sièges pour pouvoir travailler en salle de réunion, même des massages, si j'ai bien compris, à la fin du bus. J'exagère un peu, mais c'est ça l'idée, c'est de développer un nouveau service qui s'appellerait le smart bus. Donc c'est pas le bus Macron, hein, c'est un smart bus. Après, on a des communautés d'intérêt qui, à Montréal par exemple, travaillent sur les tiers-lieux et qui fait l'hypothèse que si on a des tiers-lieux autour des grandes villes, donc des lieux qui sont proches des lieux d'habitation, où on peut aller travailler, là aussi avec tous les équipements nécessaires, Wi-Fi, téléconférence, etc., ça va décongestionner les villes. Donc on l'expérimente vraiment, là. On regarde ce qui se passe et on gère les accès à ces tiers-lieux ainsi qu'aux différents types de mobilité qui sont au pied de ces bâtiments, évidemment, puisque après, une fois que vous avez travaillé, vers 11h, vous avez peut-être envie d'aller voir vos collègues au siège en centre-ville, par exemple. Donc vous avez besoin de car sharing, de bike sharing, de vélo, de taxi, etc. Donc tout ça, ça va être géré par une clé qui est gérée par la blockchain. On gère les accès par la blockchain. Donc on fait des expérimentations comme celle-là, mais on a aussi la filière hydrogène avec Engie, Total et d'autres qui s'interrogent sur comment déployer les piles à combustible dans l'avenir, quelle est la roadmap. On va avoir Ernst & Young qui va travailler sur comment parvenir à mettre en place dans les grandes entreprises le moins de 2 degrés dont on a beaucoup parlé avec une roadmap et des quick wins. Donc cette communauté-là est déjà terminée également. On va avoir beaucoup de communautés sur l'économie circulaire, qui est un thème qu'on a peu abordé aujourd'hui, mais qui est évidemment central dans tout ce qu'on s'est dit ces derniers jours, etc. Forestia va travailler sur le cockpit du futur. Dans le véhicule autonome, il y aura un cockpit. Qu'est-ce qu'on va y faire? Comment on va y dormir? Comment on va y vivre? Donc voilà ce qu'on essaie de faire. Alors ça, c'est le quoi. Est-ce que tu veux que j'aborde le pourquoi tout de suite ou tu le veux après, François? En short. Très bien. Alors le pourquoi. En fait, il y a 3 facteurs déclencheurs. Le premier, on l'a dit, je ne serai pas long, Virginie l'a très bien évoqué hier, les défis sociétaux qui ont trait à la mobilité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont immenses. Pensez à la congestion des villes et aux pertes économiques associées. Pensez à la pollution des villes et à la qualité de l'air. Pensez, on l'a dit, au changement climatique et aux réductions des émissions de gaz à effet de serre. Pensez à les infrastructures. La mobilité inclusive, la mobilité pour tous. Il y a 3 milliards d'individus dans le monde qui n'ont pas accès à une mobilité propre, sûre et connectée. Donc c'est des défis monstrueux. Michelin tout seul, aucune chance. Chacune de ces entreprises seule, aucune chance. Ensemble, avec les citoyens, avec des académiques, avec des villes, avec des autorités publiques en général, avec des organisations internationales, peut-être nous avons une chance d'y arriver. Mais il faut faire vite, il y a urgence. Donc on se mobilise dans les grands groupes, et ça c'est la première raison. Le premier facteur déclencheur, c'est que les défis, on les a compris. Ne vous faites pas d'illusions, dans les comités exécutifs de ces gens-là, on a compris l'enjeu. La question, c'est comment on y arrive. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, vous l'avez constaté comme moi, c'est un fait, je pense que c'est un fait, le centre de gravité de décision économique, le centre de gravité mondial financier, technologique, voire même humain, s'est déplacé vers les grands groupes, qu'on le veuille ou non. Prenez, je sais pas moi, Microsoft, 2e valorisation mondiale après Apple, valorisation boursière. Prenez DHL, 1,5 million d'individus, donc on parle bien du facteur humain là, qui sont des individus qui peuvent être des relais, qui peuvent être des avocats, des ambassadeurs de ce que nous disons ici par exemple. 1,5 million de personnes, 55 milliards de chiffre d'affaires si ma mémoire est bonne. On peut tous les prendre les uns derrière les autres, ils ont tous un pouvoir exceptionnel de R&D, d'humain, de financier, de financement et de mise en œuvre concrète sur le terrain. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mon collègue Beaumont en parlait hier. Nous, Michelin, on essaie modestement de montrer l'exemple et on se réintéresse aux missions sociales de l'entreprise. Vous avez peut-être entendu parler ici en France, en tout cas, des travaux de Jean-Dominique Sénard et de Nicole Notat sur l'entreprise à mission. Je crois que ça a été évoqué, ça rentre dans ce contexte-là. C'est-à-dire que, évidemment, qu'avec une responsabilité comme celle que j'évoque, les entreprises doivent se réinterroger sur leur rôle. Ça a été évoqué hier. Je vais y revenir d'un mot parce que je pense que c'est essentiel. Et puis alors, le troisième facteur déclencheur, il est un petit peu plus personnel. C'est que j'ai eu 2 périodes chez Michelin. Une première période dans les années 80, j'ai quitté Michelin, j'ai fait du conseil, j'ai fait différentes choses, j'ai créé mon entreprise et puis j'ai été rappelé par Michelin. Et je me suis aperçu qu'on influence plus facilement les grands groupes de l'intérieur que de l'extérieur. Quoi qu'on en dise. Même si, bien sûr, le benchmarking est toujours très intéressant.
Mais quand vous êtes à l'intérieur, c'est quand même plus facile pour changer la vie des comités exécutifs qui sont vos clients. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, puisqu'en fait, dans toutes ces entreprises, et certaines sont dans la salle, hein, Massif est ici, Orange est ici, on a des leaders de ces entreprises qui sont le porte-parole et qui vont transformer leur entreprise de l'intérieur en utilisant tout ce que nous découvrons ensemble en matière d'innovation en écosystème, donc en particulier méthodes, outils et culture de co-innovation. Voilà, alors François qui est en face de moi me fait signe, il faut que je me taise, mais j'espère que vous aurez quelques questions sur le sujet. Merci. Merci beaucoup, Eric. Ce qui est absolument passionnant, c'est qu'on voit la nature et l'ampleur de l'engagement qu'il faut pour animer ce genre d'écosystème, que ce soit de la part de Michel ou d'Eric. Donc c'est un sport de haut combat quand même, hein, la prospective ou l'innovation en écosystème, mais on le voit se traduire également dans le caractère passionnant de vos exposés. Donc Muriel Lafaille va nous présenter effectivement une démarche de prospective en écosystème qui est encore jeune. Que là, nous avons des démarches. Vous avez 5 ans d'existence pour l'un comme pour l'autre, hein, les acteurs précédents. Donc les objectifs et puis les ambitions du dispositif. Alors, les ambitions sont immenses, les objectifs élevés. Et oui, nous sommes une toute jeune communauté puisque nous venons de fêter nos 1 an, les 7 et 8 novembre. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout frais. Alors, Spaceable... voilà un acronyme qui est un petit peu bizarre, hein, qui rappelle, comme le disait très justement hier à Hugues, du futurible. C'est vrai que quand on parle de prospective, eh bien, d'abord j'ai découvert la prospective en allant chez Futurible. Et donc je tiens à vous rendre hommage, à vous remercier, parce que de temps en temps dans la vie, quand on ouvre un tiroir, on découvre un univers. Et c'est un univers qui m'a parlé, qui m'a touchée, et dans lequel je me suis rapidement sentie à l'aise, et dans lequel je me suis très rapidement aussi posé des questions. J'ai fait un constat. Le constat que, ma foi, dans le domaine spatial, nous sommes des technologues, nous sommes des scientifiques, nous sommes aussi des gens de l'usage du spatial pour la société, sous des formes très très variées, puisqu'aujourd'hui d'ailleurs, une journée sans spatial est simplement impossible. C'est pas que la télé par satellite, c'est pas que la météo, c'est pas que l'observation de la Terre, c'est aussi de la santé, c'est aussi les bases de temps des grands réseaux d'énergie, d'eau, de réseaux bancaires, c'est aussi dans notre quotidien des choses plus prosaïques comme le téflon, la couche culotte ou des choses auxquelles on serait loin de penser. Donc le spatial est partout dans nos vies, mais les gens le connaissent peu, et puis nous travaillons beaucoup entre nous. Enfin, nous travaillions beaucoup entre nous. Parce que l'usage du spatial s'est beaucoup démocratisé, donc dans tous ces secteurs économiques, de transport, de santé, d'énergie, d'assurance, de gestion de l'environnement. Et finalement, nous sommes toujours dans notre programmatique, dans la maturation de technologies qui prennent du temps. Nous sommes sur des temps longs, il nous faut quand même généralement entre 10 et 20 ans pour développer une mission spatiale, entre le moment où il y a l'idée, le temps où on mature la technologie, le temps où on envoie aussi nos sondes scientifiques, le temps où elles arrivent à l'endroit où elles doivent se rendre, et le temps parfois où on ramène des échantillons. Il peut se passer parfois jusqu'à 40 ans. Mais on nous demande aussi d'aller beaucoup plus vite. Le domaine des télécommunications est un domaine qui est pleinement opérationnel et qui demande de développer des satellites le plus rapidement possible pour qu'ils soient lancés et opérationnels le plus rapidement possible pour répondre à des enjeux de fracture numérique. Aujourd'hui, l'observation de la Terre se démocratise. Pour vous donner un ordre d'idée, le spatial est en pleine accélération, en pleine évolution, certaines disent même en pleine révolution, et révolution au pluriel. Dans les années 70, il y avait seulement 4 agences spatiales. Aujourd'hui, il y en a 40. Saviez-vous que l'Australie a une agence spatiale? Que le Portugal est en train de réfléchir à en avoir une? Que le Luxembourg, il y a un mois, a créé la sienne? Il y a aujourd'hui plus de 70 pays qui ont des satellites opérationnels. Et il y a plus de 1500 satellites qui orbitent autour de nos terres et qui sont opérationnels. Il y a aussi énormément de débris. Il y a aussi énormément de problèmes aujourd'hui. On réfléchit à des choses nouvelles, on réfléchit au développement d'une nouvelle économie de l'espace dans l'espace. On voudrait exploiter les ressources spatiales, on voudrait envoyer des hommes, et on voudrait même que d'ici 30 ans, il y ait peut-être 3000 personnes qui vivent en permanence et qui travaillent dans l'espace. On ne peut plus réfléchir au spatial comme on y réfléchissait il y a 20 ans. On voit bien que désormais, il nous faut aussi réfléchir à des problématiques qui sont au-delà des technologies.
il nous faut augmenter notre capacité d'anticipation. Ça va beaucoup plus vite, ça va très très vite. Dans un domaine stratégique qui est celui de l'accès à l'espace, nous sommes encore pour le moment leader mondial avec Ariane Group. Mais j'ai envie de dire, peut-être que dans quelques temps, on dira ça c'était avant. Parce que les Américains se sont remis dans la course. Vous avez tous entendu parler de Elon Musk avec SpaceX, mais peut-être avez-vous aussi entendu parler de Jeff Bezos avec Blue Origin. Des poids lourds économiques se mettent dans le secteur spatial, ont envie d'espace, ont envie de faire de l'argent avec l'espace. Et ça vient nous poser des problèmes, à nous Français, à nous Européens. Notre accès à l'espace est remis en cause. Mais pas seulement. Nos capacités aussi d'opérateurs de télécommunications, d'observation, en fait, toutes les techniques spatiales, tous les services dans lesquels nous avions des positions importantes au niveau mondial sont remis en cause par les USA, mais aussi par la Chine. Je vous parlais des lanceurs américains. Aujourd'hui, il y a 5 sociétés qui sont susceptibles de lancer des objets aux États-Unis. Il y en a 10 en Chine qui sont sur les rangs. Des choses incroyables et qui vont très très vite. Donc, le pourquoi de cette affaire Spaceable, l'espace des possibles en prospective, mais aussi les futurs possibles de l'espace. Voilà un petit peu ce qui a présidé à cette idée, puisqu'au départ, Spaceable est une idée. Nous n'avons pas d'existence administrative, mais nous sommes déjà un groupe de 60 organismes. Il y a un an, nous étions 36. Et nous sommes passés de 40 à 120 personnes en un an. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont envie de venir réfléchir avec nous à ces futurs de l'espace, pour nous aider, d'une part, mais aussi pour voir ce qu'elles peuvent tirer de ces affaires spatiales. Car, comme je vous le disais, l'espace est partout. Donc il y a là effectivement un écosystème de vision commune, de synergie qui est en train de se créer, qui a été créé rapidement, mais qui se développe bien et qui aujourd'hui a décidé de réfléchir, puisqu'on parlait de co-construction, François, voilà, ça fait partie des co-quelque chose, mais c'est une réalité. Qu'avons-nous envie de faire ensemble? Eh bien, nous avons envie de travailler autour de 4 grands axes. Un premier axe qui est le besoin d'espace de nos sociétés futures. Donc là, on est résolument vers un espace qui est au service de nous, citoyens, de nous, la Terre. Ce matin, on nous parlait de changement climatique. Les satellites sont des composantes qui sont devenues essentielles à la compréhension globale de la machine climatique terrestre, aussi bien atmosphère que océan, et que de ces échanges entre océan et atmosphère. Également les impacts sur les territoires. Nous pouvons effectivement apporter des mesures optiques, radars, d'altimétrie, de lidar, tout un panel de mesures possibles à différentes échelles, du plus global vers le plus local, puisqu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, en observation optique, on descend en dessous du mètre. Donc on peut arriver à des choses qui sont très fines, à une compréhension très fine, très détaillée de certains phénomènes physiques. Donc besoin d'espace de nos sociétés futures, nous avons déjà un groupe actif autour des enjeux de climat, espace et territoire. Donc là, nous sommes plutôt autour des enjeux de souveraineté des données pour les territoires, dans une perspective d'utilisation de ces données pour répondre à des enjeux de changement climatique. Ce groupe est actif. Le deuxième axe concerne plus, je dirais, la nouvelle économie de l'espace dans l'espace, avec des notions d'économie circulaire, vivre et produire dans l'espace. 2 groupes sont actifs. Un premier groupe qui est autour du vivre au quotidien dans l'espace, avec des problématiques de santé, de physiologie, de transport, de développement d'habitat, d'architecture, d'énergie aussi, d'eau, de production alimentaire également. Et donc nous avons tout un panel d'experts extrêmement variés qui se joint à nos travaux. Le deuxième groupe concerne l'énergie, les ressources et l'industrialisation. Là, on est sur des problématiques d'extraction de ressources spatiales pour l'espace, puisqu'après tout, aujourd'hui, c'est la Terre qui donne ses enfants et ses ressources à l'espace. Pourquoi ne pas envisager aussi que ce soit l'espace qui donne des choses déjà dans l'espace, et puis peut-être un jour pour la Terre? Un troisième axe concerne les enjeux éthiques et juridiques de la conquête spatiale. On a beaucoup parlé autour de ces 2 journées du Forum des Futurs de notions d'acceptabilité sociétale. Je pense que là aussi, il nous faut prendre en compte ces aspects-là. Il nous faut réfléchir effectivement à ces aspects d'enjeux éthiques autour des développements à venir et puis également de ce qui se passe déjà aujourd'hui. Donc un dialogue a été mis en place et a démarré en juin à l'occasion du Toulouse Space Show, grâce à Futurible qui a animé ce premier débat.
Et puis des enjeux aussi juridiques, puisqu'on voit que la réglementation va être amenée à évoluer. Si on veut effectivement apporter des solutions à des problématiques de débris dans l'espace, à des problèmes de développement durable, d'activité dans l'espace, il va falloir mettre en place des réglementations adaptées. Pourquoi ne pas transposer, par exemple, le droit maritime en droit spatial? Aujourd'hui, un objet spatial appartient à la nation qui l'a lancé. Il n'appartient pas forcément à l'opérateur. Donc comment arriver à attraper un objet qui finalement ne vous appartient pas? On sent que là aussi, il y a tout un tas de choses à regarder. Et le dernier axe concerne l'évolution du rôle des agences, puisque, je veux dire, avec ces évolutions en cours, on ne peut pas imaginer rester toujours sur les mêmes compétences. Il va falloir aussi que nos compétences évoluent, que notre rôle même de soutien à notre écosystème spatial et des usages évolue lui aussi, en nous dotant de compétences de prospective, certainement, mais aussi de marketing dans d'autres domaines. Donc aujourd'hui, ça se traduit par des actions concrètes en interne de la maison CNES avec des journées de sensibilisation à la prospective pour faire découvrir aux gens, dans leur métier, ce que c'est que la prospective, ce que ça peut leur apporter, et puis commencer à décliner aussi, à articuler les travaux des différents groupes de spécibles avec des actions concrètes en interne. Et là, cette année, nous allons déjà lancer deux ateliers internes. Donc nous avons maintenant, je dirais, un rendez-vous qui commence un petit peu à revenir de façon régulière d'une année sur l'autre. Donc les 7 et 8 novembre, nous tenons ce que nous avons appelé les Spaceable Days, parce que Spaceable, c'est pratique. Hein. En anglais, ça pourrait faire Let's make it spaceable. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez accrocheur. Et puis, on démarre aussi doucement la vie d'un site que vous avez là, donc www.spaceable.fr. Et l'idée de tout ça, eh bien, effectivement, au-delà des réflexions, pour ne pas rester uniquement effectivement, dans une réflexion qui serait purement académique, c'est de faire en sorte eh bien, que ces réflexions de prospective nous amènent aussi à proposer dès aujourd'hui des actions concrètes qui de R&D, qui de phase 0, qui d'actions communes d'ailleurs avec des membres de ce nouvel écosystème, de cette nouvelle communauté, pour rendre les futurs de l'espace spaceable. Je vous remercie. Je passe tout de suite la parole à Yannick Blanc pour le Carrefour des Innovations, parce que nous sommes un petit peu en retard et qu'on voudrait effectivement pouvoir échanger entre nous, voire même, le cas échéant, donner la parole à la salle. François flottant, on va voir. Merci beaucoup. Nous avons en commun non seulement les orateurs de cet atelier, mais probablement un grand nombre de personnes qui sont présentes ici dans la salle. Nous avons en commun d'être désespérément à la recherche de l'horizontalité. Je pense que c'est un mouvement assez profond de notre organisation institutionnelle et de nos représentations. J'en sais quelque chose puisque moi je viens du monde de la verticalité. Je suis préfet et j'ai passé les 30 dernières années de ma vie professionnelle à voir les structures de la verticalité de l'action collective s'évider progressivement comme de vieux troncs d'arbres et perdre de leur pouvoir d'action. Et c'est probablement la raison pour laquelle je me suis intéressé au monde des associations, au monde de la mise en commun, au monde de la coopération, au monde de l'action collective volontaire. Avant de vous parler du Carrefour des innovations sociales, je veux en quelques mots vous dire d'où vient cette idée. En 2012, je suis donc devenu président de la Fonda, qui est un think tank dédié au monde associatif, au service des associations. Et à cette époque, nous sommes livrés à une enquête auprès des responsables associatifs pour redéfinir le projet stratégique de la Fonda, savoir à quels besoins nous devions répondre. Et la réponse que nous avons eue de cette longue consultation était que les responsables associatifs voulaient élargir leur horizon, que plus le temps passait, plus ils avaient conscience, mais exactement dans le sens de ce que Michel Mayetta disait tout à l'heure, d'être enfermés dans la réponse à l'urgence, dans la gestion de crise, dans la gestion du quotidien, et qu'ils avaient un besoin d'élargir leur horizon réflexif. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes lancés dans un exercice de prospective associative. Nous avons lancé un exercice de prospective destiné aux associations. Exercice particulièrement intéressant puisque nous étions quelques-uns à la Fonda à avoir fait de la prospective à titre professionnel, mais dans le monde associatif, ce mot était alors totalement inconnu. Et donc il nous a fallu imaginer, à partir de méthodes éprouvées, bien connues, imaginer des modes d'animation de manière à embarquer les acteurs associatifs de tout niveau de responsabilité, de toute
échelle territoriale dans des exercices de prospective. 7 ans plus tard, je crois que nous y sommes assez largement parvenus, c'est-à-dire que la démarche prospective dans les réseaux associatifs devient quelque chose d'assez largement, banalement pratiqué. La Fédération des centres sociaux, par exemple, fait de la prospective, les apprentis d'Auteuil font de la prospective, la Ligue de l'enseignement a fait de la prospective avec Futurible. Je pourrais multiplier les exemples. Au fond, pour résumer en une phrase l'intérêt de la prospective pour le monde associatif, on pourrait dire la chose suivante. Un projet associatif s'énonce très souvent sous la forme nous avons une vision, une idée et des valeurs avec lesquelles nous allons changer le monde. Ça, c'est le schéma sur lequel les grands mouvements associatifs se sont créés tout au long du XXe siècle. Et à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, les grands réseaux associatifs et même les petits se sont rendus compte un beau jour que le monde changeait plus vite qu'eux et que ça remettait en question le projet associatif lui-même. On est là pour changer les choses et puis brusquement on ouvre les fenêtres et on se rend compte que les choses changent plus vite que nous. Et c'est sur la base de ce constat et de cette panique, on peut dire, que la démarche prospective a été assez largement adoptée dans le monde associatif. Et puis le deuxième constat, c'est qu'à force d'arpenter ce monde des associations, ce monde des citoyens engagés, ce monde des citoyens agissants, on se rend compte que dans notre société, c'est particulièrement vrai de la société française, mais je pense que ce n'est pas le seul pays où les choses se produisent comme ça. On est dans un monde dont la représentation collective est une représentation de l'impossibilité à agir, de l'immobilité, de la sclérose. Il y a une phrase qu'on entend peut-être plus fréquemment que tout autre quand on parle de notre pays, c'est « la France est en retard ». Nous avons cette représentation collective d'une société qui ne parvient pas à se transformer. Et comme vous le savez, c'est devenu un enjeu politique essentiel. Et quand on fréquente le terrain, et notamment quand on fréquente les acteurs associatifs, eh bien, on se rend compte qu'il y a partout dans la société, il y a partout sur le territoire des gens qui agissent, qui innovent, qui prennent des initiatives et qui inventent des solutions. Et nous avons été quelques-uns au cours des dernières années à nous interroger sur ce paradoxe que le monde de l'engagement, le monde des associations, le monde des citoyens agissants est une multitude d'une force tout à fait extraordinaire. Une enquête que la Fonda vient de publier sur la participation bénévole, par exemple, démontre que le taux de participation bénévole des Français, c'est-à-dire si on multiplie le nombre de personnes qui ont eu un engagement bénévole au cours de l'année écoulée par le temps qu'elles ont passé à cet engagement bénévole, eh bien entre 2002 et 2017, ce potentiel d'engagement bénévole a été multiplié par 2,5. On a donc une société qui se donne d'elle-même l'image de l'immobilité et qui est de plus en plus active et de plus en plus capable d'initiative. Est-ce qu'on peut parvenir à un moyen de mettre en représentation, de donner de la visibilité à cette force d'action collective qui est considérable, cette force d'action de la multitude, mais qui n'a aucune représentation institutionnelle digne de ce nom. Les grands réseaux associatifs et les petits d'ailleurs se caractérisent en termes d'action collective, d'action institutionnelle par une très faible influence, une très faible capacité d'obtenir des résultats. C'est à partir de ce constat que nous avons imaginé ce qui s'appelle aujourd'hui le carrefour des innovations sociales. Nous sommes partis de l'idée qu'il y avait donc un peu partout des gens qui inventaient des solutions et qui prenaient des initiatives, et qu'il y avait juste à l'étage au-dessus, à l'entresol de la société, il y avait plusieurs dizaines d'organismes, le plus souvent associatifs, parfois publics, qui faisaient l'inventaire de ces capacités d'innovation et d'invention. Et nous nous sommes demandé si on pouvait construire un outil capable de faire une cartographie, de construire une représentation, de donner une visibilité à cette capacité d'action de la société. Nous avons créé pour cela, à la base, un moteur de recherche. Un moteur de recherche qui, avec l'accord, la coopération de ces organismes qui collectent de l'innovation sociale, un moteur de recherche eh bien, qui va chercher les innovations sociales avec des critères de recherche par thématique, par géolocalisation, par domaine d'action.
Nous sommes en train de développer ce produit. Il est d'ores et déjà publiquement accessible sur le site www.carrefourdesinnovationsociales.fr. Vous pouvez chercher des innovations sur ce site. Il y en a déjà 13 000. En quelques mois d'existence, nous rendons accessible, nous rendons analysable 13 000 innovations sociales. Les étapes suivantes de cette initiative sont évidemment de générer de la mise en relation, de générer de l'activité de réseau, de générer de la capacité d'action horizontale à partir du traitement de l'information de ces innovations sociales. Voilà le projet du Carrefour des innovations sociales. Il part d'une réflexion des organisations collectives du monde associatif sur son évolution et il aboutit, en tout cas aujourd'hui, à un outil de collecte et de traitement d'informations mis à la disposition de l'ensemble de ses membres, puisque aujourd'hui le Carrefour des innovations sociales réunit 70 organismes contributeurs, que l'ensemble de ces outils de recherche sont en open source et que par conséquent, il est totalement ouvert à la contribution de nouveaux membres et totalement ouvert à son exploitation par l'ensemble de la société. Au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire si cet outil numérique créera un jour de l'horizontalité institutionnelle, de la capacité d'action collective supplémentaire par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais nous sommes bien dans un schéma qui ressemble à ceux qu'on a entendus cet après-midi, c'est-à-dire la recherche d'outils et de façons de faire qui permettent d'organiser de la coopération. C'est en tout cas le pari que nous faisons, le défi que nous nous lançons. Et vous êtes tous invités, quel que soit votre métier, quel que soit votre engagement citoyen, quel que soit le lieu où vous agissez, à vous servir du Carrefour des innovations sociales et, si ça vous intéresse, à y contribuer. Merci beaucoup Yannick. On a un petit quart d'heure pour échanger sur les enjeux, les difficultés et les dépassements de ces approches. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui pour vous de faire de la prospective ou de l'innovation ou de répondre aux enjeux que vous avez identifiés autrement que par des approches collaboratives ou un écosystème dépassant de fait largement les frontières de vos organisations respectives? Non, et nous on l'a testé en fait. Ah oui. Oui. Donc l'expérience nous a montré de facto qu'en fait, du moment qu'on travaille et navigue dans l'écosystème, si on est à l'intérieur d'une structure, en fait, on a vraiment une réaction qui est presque une réaction immunitaire. C'est qu'on est éjecté. Non, à partir du moment où la prospective vise à influencer le futur et pas seulement à le diagnostiquer, c'est collectif, surtout avec les enjeux auxquels on est confronté. C'est impossible pour nous, ça va beaucoup trop vite et dans beaucoup trop de secteurs. Il faut absolument que nous travaillions avec les gens du secteur et qu'ils viennent effectivement nous faire part, partager avec nous de ce qui se passe et de la façon dont ils réagissent face aux accélérations auxquelles ils sont soumises. On a parlé ce matin d'intelligence artificielle, mais on pourrait parler de robotique, de ce qui se passe dans les biotech, dans le biomimétisme et autres. C'est impossible aujourd'hui de ne pas travailler dans une communauté. Il y a trop de choses à savoir, ça va trop vite, il faut arriver à travailler vraiment ensemble. Pour moi, dans le monde associatif, le fait coopératif précède l'attitude prospective. Mais la question reste entière du type d'outil qui permet de le faire prospérer. Et je ne parle pas seulement d'outils numériques, mais d'outils intellectuels, de façon de se parler, de façon de partager des connaissances. Un autre point, c'est qu'on a vu l'intrication entre l'anticipation stratégique, ce qu'on appelle... On n'utilise pas le mot prospectif chez Michelin, on parle d'anticipation stratégique, des dispositifs d'innovation et puis même des dispositifs d'empowerment ou de mise en capacité d'un certain nombre d'acteurs que vous avez évoqués aussi pour améliorer leur connaissance. J'ai une question qui vient par rapport à cet aspect, c'est comment est-ce que les thématiques sont choisies, puisque on voit bien qu'il faut spécifier un certain nombre de sujets ou de communautés d'intérêt. Qui opère ce choix et comment est-ce qu'il
qu'il est géré? Comment est-ce qu'il est managé? Parce que c'est souvent ces grains qui sont difficiles à mettre en œuvre. Et puis, est-ce que vous avez rencontré aussi des échecs? Parce que j'imagine que dans les dizaines de sujets ou les 20 communautés d'intérêt qui ont existé dans le dispositif Michelin, et c'est encore précoce pour vous, Muriel, il y a des choses qui ont plus ou moins fonctionné ou plus ou moins réussi. Et si oui, pourquoi? Alors, nous, dans notre modèle de test et de pilote, naturellement, c'était l'échange qu'on avait avec l'organisation. Donc, l'organisation avait un quota de produits, naturellement, sur ce qu'on était en train de faire. Sinon, c'est dans le collaboratif. Il y a des réseaux, en fait, qui existent de professionnels. Nous, on a beaucoup travaillé avec un réseau dans l'humanité qui s'appelle Reflection et qui nous a permis d'identifier une fois par an. En fait, on a un énorme workshop. C'est des professionnels européens. Moi, je l'appelle l'axe Bruxelles-Berlin, parce qu'ils sont quand même assez influents sur ces systèmes-là. Et c'était toujours très riche. Et après, on a testé en fait avec l'équipe, on les a présentés aux organisations sponsors. Et en fait, finalement, ils se sont retrouvés eux-mêmes sur les mêmes priorités, les mêmes enjeux. La gestion des sujets et des communautés d'intérêt chez Michelin. Oui, la raison pour laquelle on a un advisory board, c'est bien pour choisir les sujets. Hein. Alors, tu parlais d'échecs, oui, ou de choses qui sont améliorées. Il y a une chose dont je parlais avec certains d'entre vous à déjeuner qui est améliorée dans un écosystème comme le nôtre, c'est il y a maintenant un engouement pour ce type de démarche de co-innovation extrêmement fort dans les grands groupes. Mon problème maintenant, c'est de le gérer intelligemment et de définir une roadmap globale, une feuille de route globale, pour que chacune des communautés d'intérêt qui se forment enrichissent les autres. C'est-à-dire jouer à fond les synergies pour aller plus vite. Parce que je répète, les sujets qu'on évoque aujourd'hui, on les évoque dans une jolie salle entre nous, mais il y a urgence. Donc on se doit, à commencer par les grands groupes industriels, de se mettre en action. Donc pour aller vite, il faut absolument qu'une communauté d'intérêt ne réinvente pas ce que l'autre a déjà fait. Donc là-dessus, on a encore des choses à apprendre. Je ne suis pas encore satisfait de ce qu'on fait en termes de synergie, notamment lorsqu'il y a des communautés d'intérêt dans différents continents, mais ça vient. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une forme de mimétisme entre les grands groupes. Ils s'observent, ils se regardent, ils se parlent avec les différents CEO. Et donc j'en joue beaucoup parce que les uns imitent les autres. Et tiens, qu'est-ce qu'a fait Michelin là-dedans? Qu'est-ce qu'a fait Total? Qu'est-ce qu'a fait DHL? Qu'est-ce qu'a fait Microsoft? Et ça joue beaucoup. Et puis il y a une chose qui est intéressante également maintenant dans nos grands groupes, c'est que je pense que ce qu'on va appeler la symétrie des attentions est totalement intégrée. C'est-à-dire que on a compris depuis longtemps que le client était roi et qu'il fallait être centré autour du client. Même si on continue à progresser, c'est quelque chose qui est acquis dans tous les grands groupes internationaux. Ce qui était moins évident, c'était de comprendre que si on voulait que le client soit au centre des attentions, il fallait qu'on soit aussi au centre des attentions de nos salariés. Parce que si vous prenez le cas classique d'un vendeur, si vous voulez qu'il ait une relation avec son client qui soit optimisée, optimale, il faut que lui-même se sente bien dans l'entreprise. Je dis ça pourquoi ? Parce que ce que nous allons faire de plus en plus, c'est d'utiliser les salariés de ces grands groupes, qui vont être eux-mêmes motivés par les leaders que nous avons dans nos communautés d'intérêt, qui sont un peu en avant-garde, évidemment, les 10% qui bougent, et les 90% qui suivent. Les 10% qui bougent, on va leur demander de plus en plus de jouer le rôle de mobilisateur dans les grands groupes. Et là, ça représente des millions de personnes. Donc là, la masse critique, on va l'avoir. Donc c'est très ambitieux, mais c'est comme ça qu'on va choisir de nouveaux sujets qui vont venir, cette fois-ci, des, j'allais dire, consommateurs citoyens des entreprises. Je vous en prie. Oui, alors, les sujets aujourd'hui, je vous ai présenté 4 axes. Il n'y avait pas 4 axes au départ. Il y avait plutôt, je dirais, 5 sujets, puisqu'il y avait un sujet aussi qui était très lié à l'économie et qui était ressorti très fort. Mais bon, faute de moyens à l'époque, on ne l'avait pas, on va dire, identifié comme un 5e axe fort. Donc, nous sommes structurés autour de ces 4 axes. Néanmoins, ce sujet économique est toujours bien présent. Et d'ailleurs, il a ressurgi aux Spécible Days qui se sont tenus à Strasbourg cette année. Donc, c'est un sujet qui va être vu de façon transverse. Et ces sujets ont été élaborés au fil de 4 réunions préparatoires avant la journée de lancement et donc la création de l'Observatoire. Donc c'est un travail qui a été commun, une véritable réflexion. Alors pour le coup, ça a été, je crois, du design thinking autour d'un World Café. Donc il y a eu quelque chose qui s'est fait en plusieurs temps, mais c'est vraiment une construction en commun pour faire émerger ces sujets. Et vous parliez effectivement de symétrie, ça je pense que c'est quelque chose de très important. Moi j'avoue, j'ai été vraiment très agréablement surprise de voir que d'abord les gens jouaient
très facilement le jeu parce que j'avais beaucoup de chance autour de moi. Les gens avaient une véritable expérience de prospective et donc étaient déjà dans cette mentalité d'approche systémique, de construction. Ça nous a énormément aidé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, certains me disent que ça, particulièrement pour les acteurs extérieurs, on pourrait penser que c'est d'abord pour les acteurs du spatial, d'avoir 2/3 d'acteurs non spatiaux dans ce groupe, c'est une force pour nous, mais les acteurs extérieurs nous disent aussi que c'est une force pour eux. Et donc la symétrie fonctionne à plein. Dans le monde de l'innovation sociale, se mettre d'accord sur les questions qui se posent n'est pas le plus difficile. Elles ne sont pas très nombreuses et il suffit de se mettre autour d'une table pendant 1 heure ou 2 et distribuer quelques post-it et on arrive assez facilement au consensus. Il y a un phénomène qui qui crée beaucoup plus de difficultés, c'est que chez les innovateurs sociaux, il y a un très large renoncement à la stratégie. Un innovateur social, c'est souvent quelqu'un qui a fini par baisser les bras devant la complexité stratégique et a décidé de faire au lieu de chercher à réfléchir et à influencer. Et si nous réussissons à faire quelque chose, ce sera bien à partir du retour d'expérience, de l'échange, de refabriquer de la grammaire commune entre les innovateurs sociaux pour qu'ils se révèlent à eux-mêmes leur force stratégique. Mais on part pour l'instant d'une situation dans laquelle régler le problème, répondre aux besoins là tout de suite à côté de chez moi est une sorte d'attitude éthique de la part des innovateurs. Oui, j'entends bien. Il y a une interrogation quand même qui vient, c'est par rapport à certaines prudences que vous avez les uns et les autres à afficher, je dirais, une vision ou des ambitions. Alors, certes, la mobilité durable et inclusive, certes, un certain nombre d'enjeux. Est-ce qu'il y a des difficultés ou un cycle de vie nécessaire, ou est-ce qu'on est essentiellement dans une démarche d'apprentissage progressif, de co-construction, de co-innovation qui va à son chemin, ou est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas nécessairement engagé dans une démarche plus stratégique collective d'influence, de position par rapport à un certain nombre d'acteurs plus globaux, étatiques, d'acteurs ONG. Je sais que ce sont des questions qui ont traversé en tout cas les communautés d'intérêt auxquelles j'ai pu participer, ça et là. Oui, alors nous, notre hypothèse en fait de travail, c'est qu'on ne peut pas avoir une transformation d'ici 5 ans. Donc on travaille à la fois pour faire influencer, disons, contenir certaines inerties à l'intérieur des structures, des ONG ou des agences des Nations Unies, tous les acteurs humanitaires, et en même temps on travaille sur la prochaine génération en fait des professionnels qui arrivent. Et donc, on a tout un volet d'influence, de changement de CV et d'introduction dans les cours du Project Cycle Management du secteur humanitaire, de tous ces outils-là. Et on compte beaucoup. Donc, nous, on voit d'ici 15 ans le changement. Donc, il y a une stratégie d'influence construite qui est en train de se bâtir, même si elle ne se formule pas sous l'angle de vision ou de stratégie directe. Alors nous, pour le moment, je dirais qu'on n'est pas encore tout à fait dans l'influence, même si l'année prochaine, on a quand même un grand rendez-vous qui est la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne. Et l'idée, c'est quand même que les travaux de prospective, même s'ils sont un peu jeunes, arrivent suffisamment à temps pour pouvoir être pris en compte, en tout cas pour venir éclairer et consolider les décisions qui auront été prises. Aujourd'hui, je dirais notre posture, c'est plus de comprendre, d'analyser les évolutions dont je viens de vous parler très rapidement, savoir effectivement ce qui se passe, quels sont les enjeux, les menaces, les opportunités. Qu'est-ce que tout ça va avoir comme impact? Quelles sont les dynamiques à l'œuvre sur notre écosystème spatial et plus largement sur aussi les partenaires qui sont avec nous? Donc on n'est pas véritablement, je dirais, dans une posture aujourd'hui d'influence, mais plus de compréhension pour éviter effectivement qu'on se retrouve à être tout le temps dans la réaction. Je rebondirai volontiers là-dessus parce que effectivement c'est la première étape. Si vous ne partagez pas de vision et si vous êtes en réaction et non pas en anticipation, ça va être compliqué. Alors nous on le revendique l'influence, François. C'est-à-dire que nous on a 3 piliers, c'est l'anticipation stratégique, la co-innovation parce qu'on a des entreprises industrielles donc on a vocation à agir sur les choses et l'influence. Et alors ça marche. Au-delà de mes espérances, puisqu'aujourd'hui, dans cet écosystème, vous avez le World Economic Forum, vous avez le WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, vous avez l'ITF, vous avez l'ONU, vous les avez tous. Pourquoi ils viennent? Toujours pour la même raison, c'est que ces grands groupes, qu'on le veuille ou non, ont une capacité d'impact lorsqu'ils sont mis en ordre de bataille phénoménale.
Donc la question, c'est de les mettre en ordre de bataille. Comment les faire travailler ensemble, comment les faire agir ensemble, en tenant compte des autres parties prenantes, ce qui est vital. Mais d'abord, leur apprendre à travailler ensemble, à partager la valeur, à avoir une vision partagée. Et puis ensuite, c'est ce qu'on fait en ce moment, on est dans cette étape, on agrège les autres parties prenantes, à commencer par les citoyens, qui sont aussi les salariés de ces entreprises. Donc, vous voyez, le jeu d'influence, il ne se limite pas aux grands organismes internationaux. On influence les entreprises de l'intérieur par les salariés. Alors, moi, je suis quand même impressionné parce que je me rends compte, et je viens de me rendre compte qu'on a, à travers vos 4 exemples, avec une dimension française, même si vous êtes tous internationaux, enfin ou largement internationaux, des dispositifs qui ont des niveaux de rang presque mondiaux ou globaux potentiellement. Pas celui du carrefour d'innovation, mais l'expérience pourrait avoir une diffusion plus large. On est au niveau mondial. Il n'y a pas d'autres initiatives qui existent aujourd'hui en Foresight dans le champ humanitaire global. Ou peu. Bon, dans le champ de la mobilité, je dirais que l'initiative Michelin occupe le terrain assez largement. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour le champ de l'espace. Donc, il y a là des pépites assez extraordinaires. Et alors, il y a une question pour moi la dernière, qui m'interpelle, c'est est-ce que, par rapport à la diversité de vos expériences et de vos champs et de vos spécificités, il n'y a pas un intérêt à créer ce que j'appellerais un écosystème des écosystèmes, c'est-à-dire à rapprocher à un moment donné, alors je ne sais pas comment, tu n'y as jamais pensé, ni par quelle voie, les dispositifs d'influence, de relations, de connaissances, les outils de remontée d'innovation qui intéressent fondamentalement le monde des ONG et vraisemblablement d'autres acteurs, parce que je perçois effectivement une capacité, une puissance potentielle peut-être assez inédite depuis de longues années au niveau national. Non, parce que quand j'entends Eric, en fait, je vois tout à fait dans le monde d'Eric, en fait, comment ça fonctionne. Et par exemple, moi, je ne peux pas assumer l'influence. Donc, on a des modalités comme voilà. Mais par contre, ça m'intéresserait de voir. Voilà, je trouve que c'est une excellente idée, François. Oui, alors moi, je suis moins optimiste, mais ça ne m'empêchera pas de travailler avec toi. Il faut qu'on travaille non pas avec un grand tout, en disant on rassemble tout le monde, et puis on passe notre temps à faire des think tanks, où on envisage la manière dont on va travailler ensemble, et on fait une planification de la prochaine réunion. Ce qui serait intéressant, c'est de travailler sur des sujets. Ce qui va mobiliser tous ces gens-là autour de la table, et bien d'autres ici, c'est les sujets. Donc on prend un sujet sur lequel on a tous une brique, une valeur ajoutée, et là, oui, travailler ensemble, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Le cœur de cet écosystème que j'évoquais, Moving On Lab, qu'on voit dans le logo est ici, là, c'est bien les communautés d'intérêt. Et c'est comme ça que ça marche. C'est le cœur du réacteur. Si vous n'avez pas de sujet et que vous n'avez pas une volonté et une confiance mutuelle, j'ai pas beaucoup eu le temps de parler de la confiance, mais c'est vital. Et ça prend du temps pour créer de la confiance. Donc si vous n'avez pas ces prérequis-là, oubliez les grands tout. Il y en a déjà pas mal, hein, des grands tout aujourd'hui. Alors je pense qu'effectivement, l'espace et la mobilité, ça fait plutôt bon ménage puisque ça fait partie des grandes problématiques, des grands enjeux aussi que nous regardons. Alors pas moi directement, mais effectivement j'ai des collègues qui développent des applications et des applications en mobilité, donc j'imagine qu'ils font partie de Moving On. Sinon, je te les enverrai. Mais une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est effectivement, pour moi il n'y a pas une prospective, il y a des prospectives, il y a différentes visions de prospectives, et je dirais dans le cadre de Spécible, on a beaucoup de chance puisqu'on a la chance effectivement d'avoir Futurible, mais on a aussi la chance d'avoir le GERPA et le CNAM, on a la chance d'avoir aussi le comptoir prospectiviste, on a la chance d'avoir des gens qui comme ça apportent des visions différentes, des façons de faire différentes, qui sont extrêmement enrichissantes. Et je crois qu'une chose que j'ai beaucoup appréciée les 7 et 8 novembre à Strasbourg, c'est à l'occasion justement du premier exercice de vision croisée finalement que nous avons mené tous ensemble, c'est que j'ai eu l'impression que ça vous plaisait aussi justement d'échanger un petit peu entre vous aussi, de voir un petit peu comment chacun pratique et avec cette diversité, cette richesse que tout le monde apporte. Et je trouve que ça apporte encore une dimension supplémentaire qui, personnellement, me fait particulièrement plaisir. Le paradoxe dans lequel nous nous trouvons, c'est ce que je désignais tout à l'heure en disant que nous cherchions désespérément l'horizontalité. C'est-à-dire qu'on voit bien que nous sommes tous prêts à faire le pas de plus pour élargir l'organisation réticulaire, multiplier les connexions, échanger de l'information, mettre en commun des connaissances, mais que dès qu'un enjeu de pouvoir va se présenter à nous, nous allons avoir un geste de recul comme devant une cuisinière trop chaude. Il y a un seuil qu'on n'est aujourd'hui pas en mesure de franchir.
On a besoin d'élaborer encore sur de nouveaux systèmes de décision collective. On sent bien dans l'ensemble des pays démocratiques que cette question est une question profondément politique. C'est-à-dire qu'entre l'horizontalité croissante de l'organisation sociale et la démocratie représentative, il y a un divorce qui est en train de se jouer, qu'une partie des réponses à ce divorce, c'est le retour des solutions autoritaires. On en est à ce moment d'indécision. Mais je pense qu'il y a un vrai continuum entre la façon dont, dans nos milieux professionnels, nous envisageons le développement de notre action collective, notre capacité d'agir collectivement, et les questions qui sont posées dans les organisations démocratiques. Les organisations administratives, les organisations nées de la tradition politique libérale, sont en train de démontrer leur incapacité d'agir. Et c'est ça qui crée de l'angoisse. Et par rapport à cette angoisse, il y a des solutions imaginaires qu'on trouve notamment dans le populisme, la démagogie, les solutions autoritaires. Et puis, il y a ceux qui, renonçant à construire une doctrine, sont ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire en tâtonnant, chercher des solutions pragmatiques. Merci beaucoup à tous.